Nous partons dans l'obscurité des salles de cinéma où des projecteurs se sont braqués sur des faits de violence lors de tournages, de violences faites aux femmes, des révélations qui s'inscrivent dans la vague MeToo. Le 2 mai, à l'Assemblée nationale, les 52 députés présents ont voté à l'unanimité en faveur de la création d'une commission d'enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Une commission qui répond à une demande de l'actrice Judith Godrèche qui est devenue, malgré elle, le fer de lance du mouvement MeToo dans le cinéma après ces accusations à l'encontre des réalisateurs Jacques Doyon et Benoît Jacquot. On arrive un peu après cette actualité. Alors on a décidé de la traiter avec un itinéraire bis. On va dézoomer, on va tirer un bord vers un rivage qui n'est pas très éloigné, puisque c'est celui qu'on voit non pas lorsqu'on est derrière la caméra, mais celui qu'on voit quand on est assis sur son siège dans une salle de cinéma. Parce qu'on va voir que ces comportements douteux, à tout le moins, illégaux souvent, qu'on retrouve dans la vie réelle, eh bien on les a beaucoup vus au cinéma et à la télé, et on s'y est un peu habitué. Et d'une certaine façon, c'est aussi le cinéma qui nous a habitués à aimer avoir mal, ou qu'on en fasse du mal. Et il se trouve que c'est le sujet d'un livre appelé « Désirer la violence », ce que la pop culture nous apprend à aimer, qui vient de paraître chez Hachette dans la collection Les Insolentes, un livre commis par Chloé Thibault. Bonjour Chloé Thibault. Bonjour. Salut Chloé, bienvenue à toutes les trois. D'ailleurs, vous avez de l'eau, vous avez des gobelets. Remettez bien les bouteilles en dessous, sinon vous l'avez dans l'image en face du torse. Les micros sont très directionnels, il faut leur parler bien devant. Et puis pardon pour l'accueil un peu abrupt. Non, est-ce que les gobelets ont été utilisés par les invités? Vous ne reprenez pas les mêmes. Est-ce que c'est le gobelet de Madame l'ambassadeur? C'est le gobelet de Madame l'ambassadeur que tu peux garder à la fin. Collector. Chloé, tu es journaliste indépendante, tu es spécialiste des sujets culture et société, et tu as justement commis, alors je l'ai mis où? Il est là, et tu as justement commis Désirer la violence, qui va s'afficher dans le chat, et que Cyril peut afficher plus joliment peut-être à l'écran. Désirer la violence, qui est ton 5e livre, et dont tu vas nous parler, qui va nous servir de trame pour les 3 quarts d'heure qui vont venir. À tes côtés, Héloïse Van Appelgem. Salut Héloïse. Toi, tu es docteur en études cinématographiques et audiovisuelles. Oui, tout à fait. Et il me semble que tu connais très bien ta voisine, Sabrina Bouharour, que je connais moi-même très bien parce que j'ai fait mes études avec et c'est un hasard total. Salut Sabrina, tu es docteur en études cinématographiques. Tu es maîtresse de conférences à la University of London Institute in Paris. Tu es spécialiste des représentations de genre et d'études culturelles. Tu as également produit et réalisé un long métrage dont tu parleras peut-être à la fin de la séquence. Merci. Chloé, pourquoi ce livre ? C'est des questions de journaliste. Pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? Parce qu'il n'existait pas et que je trouve qu'il était nécessaire. Donc je m'y suis collée. Et c'était pas une mince affaire. Ça a été un travail assez douloureux humainement. Parce que c'est finalement difficile de se replonger dans toutes les œuvres qui nous ont accompagnés depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte en passant par l'adolescence et de se rendre compte que ces mêmes œuvres qui nous ont fait rêver nous ont sûrement semé des graines assez malsaines dans la tête. Alors chers amis, mes questions, alors j'ai 3 premières questions pour Chloé, après elles ne sont pas attribuées, donc réponds qui veut. Mais en fait Chloé, tu réponds à ce qui devait être ma dernière question, mais en fait elle marche très bien en première question. Mais non, c'est très bien. Tu termines ton livre avec des pages qui sont un peu inhabituelles dans les ouvrages. C'est celle où on parle de soi, hein, après avoir terminé d'écrire. C'est page 340, c'est juste avant le sommaire. 240 je pense. Là tu m'as rajouté 100 pages de travail. 100 pages. Ouais. T'es sûr? Mais je parais encore plus intelligente. Je suis sûr que t'es sûr, hein, mais... Oui. Oui, effectivement, c'est page... Bon, je vérifie quand même. C'est page 240, pardon, c'est juste avant le sommaire. Donc ça conclut ton livre. Et tu dis, l'écriture de ce livre, ça m'a épuisé. Donc ce sont 2 pages que tu titres comme ça. C'est la métamorphose, ça c'est pour ton titre. Et pour le début, ça se termine par « J'ai compris que j'étais devenue une casseuse d'ambiance et ça m'a rendu fier ». Et c'est ça maintenant qu'il faut assumer, c'est de casser l'ambiance. Pourquoi t'as écrit ça en fait à la fin? Je pense que ça fait une bonne intro finalement. Oui, en fait il y a 2 réponses que je peux apporter à ta question. D'abord, ça ne sort pas de nulle part, hein, l'expression casseuse d'ambiance. C'est qu'un peu plus tôt dans le livre, j'explique que je me suis préparée au fait d'agacer pas mal de monde avec ce livre-là. Et pas mal de monde... qui fut un temps faisait partie de ceux à qui je voulais plaire et convaincre. Enfin, je sais pas, je pense par exemple à des rédacteurs en chef culture, enfin voilà, des spécialistes ciné qui, je pense, n'apprécieront pas vraiment le discours que je porte. Et je fais un clin d'œil évident à Valeurs Actuelles qui avait dit que les féministes en couverture d'un de leurs numéros étaient des casseuses d'ambiance, entre autres appellations très péjoratives. Donc c'est ça. Il y avait une sorte d'organigramme, tu étais dedans peut-être? Non, j'ai pas eu cette chance. Je me rappelle de cette double page un peu bizarre.
Mais donc c'était ça la première chose. Et la deuxième, pourquoi ces mots-là? En fait, cette double page, c'est la métamorphose, elle n'était pas vraiment prévue. Mais vers la fin de l'écriture de mon livre, je me confiais évidemment à mon éditrice et je lui disais que c'était difficile, que vraiment j'avais sous-estimé la difficulté de ce projet. Moralement, et elle me disait je trouve que ce serait intéressant que tu en dises un petit mot à la fin de ton livre si tu es d'accord. Et comme j'ai pris l'habitude de toute façon à travers mon travail de journaliste et d'autrice de parler à la première personne et d'y mettre de moi, ça m'a paru évident de le faire. Et ça fonctionne très bien. Il y a Hollandel qui nous a rejoint. Salut Hollandel. La Cape Rouge aussi. Velcanivel, je crois que j'ai pas salué. Salut, continuez à poser vos questions dans le chat. Wendy qui nous dit « Ouh là là, il va y avoir du spoil, ça va trembler à Cannes bientôt », rajoute Velcanivel. Peut-être, effectivement. Je continue avec toi, Chloé. Vous avez le droit d'intervenir à partir de la question d'après, chère voisine d'en face. Ton livre, il est préfacé par Lio qui termine sa préface en disant « Nous allons dégommer toute cette vieille garde et dire à ces hommes au revoir, partez, on vous a assez vu sur nos écrans et au dehors ». Ce sont qui ces hommes ? Ce sont les hommes qui, nous, en tant que femmes, nous font du mal, sans généraliser, parce que, alors évidemment, sans brandir le hashtag #NotAllMen, ça me tient quand même à cœur de dire que je ne vise pas tous les hommes, mais que la majorité des hommes en France, la majorité des agresseurs en France sont des hommes. Et ce que je pointe du doigt, c'est un système qui a pour nom le patriarcat et qui fait rage dans le milieu culturel et au cinéma. Donc ces hommes-là, ce sont les hommes qui profitent, et qui créent de la souffrance chez les femmes, les personnes mineures, etc. Et au cinéma aussi, comme tu le rappelais dans ton introduction, avec tout ce qu'a pointé du doigt Judith Godrèche. Alors, et maintenant, on peut tous participer tous ensemble. Est-ce que je peux juste rajouter un petit mot sur le livre, parce que justement, Héloïse qui est présente fait partie de mon livre. Elle fait partie des spécialistes que j'ai interviewés, parce que je donne la parole à une vingtaine de chercheuses, historiennes, scénaristes. J'ai une question pour Héloïse après aussi, que tu cites effectivement dans ton livre. Nos héros préférés, semble-t-il, sont des agresseurs. Le mag du cinéma britannique Empire a établi un classement en 2015, je cite ton livre, et dans le top 10, on retrouve dans cet ordre, et c'est un ordre qui est vraiment pas surprenant, c'est Indiana Jones, James Bond, Han Solo, Batman, Ellen Ripley dans Alien, et pour Clapiche, parce que tu as rencontré Clapiche, tu vas peut-être en parler après, James Bond, façon Sean Connery, Tarzan et Jean-Paul Belmondo. Alors, pourquoi ces mecs-là et pourquoi sont-ils problématiques? La parole est... Vous avez droit en face, allez-y maintenant. Alors, je pense que c'est plus, on n'a pas forcément l'habitude de questionner parfois des comportements... Ils nous paraissent si sympathiques en plus. Des comportements de héros qu'on a eu l'habitude d'admirer dans la pop culture, et parfois on a plus ce recul, je sais pas, au bout de différents visionnages et arrivé à l'âge adulte. Et en fait, moi aussi j'en parlais dans un article que j'ai fait en 2019 qui s'appelait Time's Up, et est-ce que justement c'est la fin des représentations sexistes à Hollywood dans le sillage en fait de l'affaire et du mouvement MeToo. Et moi j'étais partie aussi d'un des héros de mon enfance, mais c'était pas forcément James Bond ou Indiana Jones. Pour moi, c'était un peu Zorro. J'aimais beaucoup Zorro. Et alors, je ne sais pas si vous vous rappelez du film de 98 avec Antonio Banderas. Ah aussi, oui. Voilà. Et quand j'étais petite, j'aimais beaucoup ce film. Et il y a une scène en particulier où on aimait Zorro... surtout Antonio Banderas, si je peux me permettre. Voilà, oui. Mais où Zorro, en fait, a un duel avec Elena, qui est jouée par Catherine Zeta-Jones. Et à la fin de ce duel, en fait, il finit par la déshabiller entièrement. Et je trouvais que ça, c'était une vraie scène de séduction. Et en fait, en revoyant la scène quand j'étais plus adulte, là, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Et que, en fait, ce qui était montré, c'était une scène d'agression sexuelle, puisqu'il l'embrasse, en fait, sans son consentement à plusieurs reprises. Mais tout est fait dans la mise en scène pour que ça soit montré comme drôle ou amusant, en tout cas comme séduisant, puisqu'il y a une musique un petit peu enjouée. Il est montré justement comme un héros, voilà, qui est un petit peu en dehors des règles, en dehors des codes. C'est un peu un bandit séduisant. Et c'est en fait à partir de là où je me suis rendu compte que oui, il y avait d'autres figures qu'on pouvait admirer, mais que dans les fictions, en fait, ils avaient des comportements pas forcément appropriés avec les personnages féminins. Et en fait, je comprends aussi que ça peut déranger peut-être de réfléchir à ces questions-là, parce que comme il y a une affection pour ces œuvres... Ce sont les films de notre enfance, en fait. Ouais, voilà, en fait, donc potentiellement ceux qui ont été proposés par nos parents, par exemple. Oui, c'est ça. Et j'imagine que peut-être quand ça agace un petit peu de réfléchir à ces questions-là, peut-être certaines personnes se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire de moi? Est-ce que ça veut dire que si j'aime ces représentations, est-ce que ça je veut suis un dire... salaud? Voilà, est-ce que c'est ça? Alors non, je pense pas. Je pense qu'on peut continuer à aimer des œuvres et en fait à avoir un recul critique là-dessus. Enfin, moi, j'apprécie toujours de voir certains films.
film, mais voilà, j'ai plus le même regard et il y a peut-être plus peut-être plus un rapport de médiation. Mais pour ça, je pense qu'il faut aussi avoir une éducation aux images, en fait, et savoir analyser comment est-ce qu'une image est mise en scène, une scène, comment le montage aussi peut créer des situations comme ça où on romantise, où on banalise le harcèlement sexuel. Donc c'est sûr que ça demande peut-être un petit peu de recul et d'analyse filmique pour faire ça. Et finalement, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'avec tous ces nouveaux sujets, avec ton livre que j'ai pas encore lu mais qui a l'air passionnant, en fait on met la lumière sur un impensé au cinéma. Et quand on parle de cinéma, en fait, il faut vraiment garder en tête qu'il y a 3 éléments. Il y a le contexte de production, donc la manière dont les films sont produits, comment les acteurs, actrices sont traités. Donc le mouvement MeToo, il s'est beaucoup focalisé là-dessus et ça a été très important. On a vu avec ce qui s'est passé avec Judith Godrèche récemment que ça continue à être très important de libérer la parole sur les conditions de production, de réalisation des films. Ensuite, il y a le film en lui-même, donc les représentations. Quelle représentation des relations hommes, femmes, quelles représentations de genre, quelles représentations queer sont générées par le cinéma, qu'est-ce que ça suscite ensuite, qu'est-ce que ça provoque chez les spectateurs. Donc il y a vraiment le côté production, le côté objet filmique, le film en lui-même, ses représentations, et ensuite l'impact que ça peut avoir sur les différents publics. Donc c'est exactement ce que vous disiez sur voilà, le fait que en fait, des héros, des héroïnes, des figures qui ont été très importantes pendant notre enfance, en fait, on n'avait pas forcément l'appareil critique, on n'avait pas le recul, c'était une autre époque. Aujourd'hui, on a la possibilité de questionner ces images. Et je pense que c'est ce qu'il faut garder en tête, c'est le fait que c'est un moment où on pose des questions. On interroge, est-ce que c'est légitime, est-ce que ça l'est pas? Et je trouve que c'est ça qui est enrichissant. Et même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave parce qu'au moins, il y a le début d'une conversation, d'un dialogue. Et pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas. Donc je pense que c'est ce qui est très important, ce qu'il faut mettre en valeur quand on parle de critique féministe, c'est vraiment une critique des images dominantes qui sont imposées. Et c'est ça qui peut être intéressant, c'est de réfléchir à quelles sont les alternatives. Est-ce qu'il y a des alternatives? Et comment, voilà, en fait sur le mouvement MeToo, il y a ces 3 éléments. Le contexte de production, là j'ai l'impression qu'on va plutôt parler des images en elles-mêmes et réfléchir à qu'est-ce que ça a pu générer chez nous. Est-ce que ça a créé des idéaux sur les relations hommes-femmes? Est-ce qu'on a accepté que certains moments pas consentis feraient partie des relations amoureuses? Ben voilà, ça pose des questions et je trouve que c'est important d'utiliser les films comme des façons de réfléchir à aussi la façon dont les films vont créer une espèce de petite philosophie pratique parce que en fait, les films nous donnent des sortes d'exemples. On n'est pas obligé de tous les accepter. On peut résister, on peut être passif. Il y a plein de manières d'appréhender tout ça. Et c'est ça qui est enrichissant, je trouve, dans les conversations qu'on peut avoir actuellement. Il y a Fred Rebel qui nous dit bonjour, merci pour ce plateau. Mais de rien, c'est service public, c'est gratuit pour l'instant. C'est important de parler de la représentation de la masculinité toxique qui était si courante dans l'histoire du cinéma et avant cela dans l'histoire de la littérature. Chloé Thibault. Oui, moi j'ai noté la réaction que tu as eue quand Héloïse a évoqué Zorro. Vraiment, évidemment, ce n'est pas une attaque envers toi, mais tout de suite... J'assume être le produit du patriarcat, en partie forcément. Mais nous le sommes toutes et tous. Oui. Mais tout de suite, tu as dit « non, Zorro, il est sympathique ». Et en fait, ça, c'est hyper intéressant. Parce que le premier réflexe que tout le monde a, et moi la première en travaillant, c'était de dire « non ». Allez, Buzz l'éclair, il est sympathique. Oh non, pas Alfredo dans Ratatouille. Oh non, pas James Bond. Oh. C'est de faire ça. C'est pour ça qu'en fait, je titre cette partie de mon livre « Vos héros préférés sont des agresseurs ». C'est évidemment pour être un peu provoque, mais en fait pour faire comprendre aux gens que les agresseurs ont aussi ces visages-là, et je dirais même ont surtout ces visages-là. C'est-à-dire que la réalité des violences sexuelles en France, majoritairement, ce sont en fait des visages d'hommes de tous les jours. Ce sont nos pères, nos frères, nos copains, nos cousins. 9 femmes sur 10 connaissent l'identité de leur agresseur. Donc ce n'est pas un sombre inconnu très vieux qui fait très peur. Voilà, en fait, c'est la réalité de la violence sexuelle. Donc c'est pour ça que c'est évidemment choquant de lire vos héros préférés sont des agresseurs, parce que in fine, ça signifie vos potes sont des agresseurs, ceux que vous aimez sont des agresseurs. Mais c'est très très important pour moi de le souligner.
Et je suis d'accord aussi en plus sur ce côté sympathique dont tu parles. En fait, c'est banalisé à la fois du côté du groupe social des hommes comme des femmes, puisqu'il y a une chercheuse, Julia Lippmann, en 2015, qui a fait une étude pour essayer de comprendre s'il y avait un impact en fait du côté notamment des spectatrices concernant des comédies romantiques qui banalisent certaines scènes de ce qui est considéré comme du harcèlement sexuel ou des agressions sexuelles. Et en fait, sur les 400 femmes interrogées, la majorité reçoit vraiment positivement ces scènes comme des scènes de séduction ou comme des scènes d'amour. Et c'est là où on voit que voilà, même les femmes, en fait, on est habitué à ce type d'image et que, comme tu dis en fait avec le titre de ton ouvrage, Désirer la violence, nous-mêmes, en fait, on se prend à être séduite et à ce que ça nous plaise aussi d'avoir ce type d'image tant que c'est pas questionné. Parce que c'est une fois, c'est vrai qu'on réfléchit là-dessus, on se dit, est-ce que vraiment c'est quelque chose que je souhaite poursuivre dans ma vie, ce genre de relation homme-femme. Et donc, je trouve que c'est salutaire, en fait, l'ouvrage que tu as fait. Et je suis heureuse aussi d'y avoir participé. Donc, merci. Mais je te remercie et je cite évidemment Julia Lippmann dans le livre. Et je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que en fait, je pense que pendant très longtemps, dans les études filmiques, on a eu vraiment, quand il y a eu des écrits féministes, une focalisation sur les représentations des femmes, les représentations du corps féminin, etc., dans le cinéma. Mais je pense que, alors moi, mon travail de thèse, c'était là-dessus. Moi, j'ai travaillé sur les masculinités, parce que justement, en fait, le masculin au cinéma, c'est souvent un impensé. En fait, on n'arrive pas forcément... c'est comme si, en fait, c'était quelque chose d'acquis de donner des personnages masculins. Mais il y a une... il y a une multitude non, Sabrina, de façons... tu vas arriver sur ma question d'après, qui t'était destinée, tu es en train de la déflorer, tu me spoil tout à fait. Pose-moi ta question. Sabrina, tiens, tu es l'autrice d'une thèse qui t'a inspiré un livre qui s'appelle It's so queer, les masculinités dans les films de Vincente Minnelli et de Jacques Demy, avec notamment, et on va en parler, quitte à dézinguer un autre film que Zorro, un autre film que j'aime bien, Les Demoiselles de Rochefort. Alors, il y en a qui ça parlera, il y en a qui ça ne parlera pas du tout. Moi, ça me parle très bien, en tout cas. Dans le chat, on a Hollandel qui dit, au fait, 3 femmes qui parlent de cinéma, c'est rare. Il ne manquerait plus que de remplacer le mec qui anime. Ouais, ça va. Je suis gentil et tout. Non, ça n'empêche pas. On a quoi dans Les Demoiselles de Rochefort? C'est acidulé, c'est plein de couleurs. Pourtant, c'est pas que ça. Avec notamment Daniel Darieux, par exemple, et tu l'expliques aussi dans ton livre, Chloé, Daniel Darieux qui chante, tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la Bienséance à 2 pas du château. Oui, mais attention, excuse-moi, c'est pas « Tiens, on a découpé, c'est « Tiens, on a découpé une femme en morceaux ». C'est une chanson guillette. Et en fait, dans Les Demoiselles de Rochefort, je trouve que c'est très intéressant parce que pour moi, s'il y avait bien un film insoupçonnable, c'était Les Demoiselles de Rochefort. Mais pas du tout. Justement, en fait, Les Demoiselles de Rochefort, c'est un film de 1967 qui est perçu en général comme la comédie musicale à la française, inspirée par Hollywood, très légère. On connaît en général la chanson des jumelles. Nous sommes 2 sœurs jumelles. Voilà. Continue. C'est un karaoké, chanter, en fait. mais donc avec Catherine Deneuve. Et en fait, c'est un film qui est une comédie musicale, mais qui est, en fait, dès le début du film, on voit qu'il y a l'arrivée des forains à Rochefort. Donc ils sont sur le pont de Transborder, ils arrivent, et puis ils croisent des militaires. Et déjà, juste le début du film dit que ça va être une comédie musicale, mais avec la présence un feutrée d'éléments plus sombres, puisque on a ce qui dans le film est montré un peu comme un crime passionnel, mais qui est un féminicide. Donc, c'est-à-dire le personnage de Lola, qui a été sauvagement assassiné, tué découpé en morceaux. Et il y a toute une chanson là-dessus.
Et elle a été tuée par Dutroux, qui est le personnage de vieil homme qui fait la fine bouche pour découper le gâteau d'anniversaire. Donc il y a en plus, comme c'est Jacques Demy, ça tourne en dérision tous les éléments qui peuvent être vraiment sinistres pour justement les mettre à distance. Mais on a quand même cette chanson où en fait, à l'époque, je pense qu'on parlait de crime passionnel. Un homme est conduit, qui tue la femme qui les conduit, en fait, c'est un crime d'amour. Bah non, aujourd'hui, on met le terme féminicide dessus. Et en fait, tout le film, il y a plusieurs éléments où en fait, on a ce féminicide qui est présent, mais on a aussi un personnage qui s'appelle Guillaume l'Ancien, qui est en fait le propriétaire d'une galerie, qui est éconduit par Delphine, Catherine Deneuve. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est dans une galerie où on a plein d'éléments qui renvoient à la culture des arts plastiques vraiment dans les années 60. Et notamment, il y a un dispositif qui renvoie au tir de Niki de Saint-Phal, donc artiste féministe, qui avait mis en place des tirs où en fait on tirait avec un pistolet ou une sorte de fusil sur de la peinture, et l'explosion de peinture créait une œuvre d'art. Et c'était une manière en fait pour cette artiste féministe de tirer sur le patriarcat, de tirer sur les hommes violents, etc. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que dans la scène en question, on a Delphine qui est conduite par une chanson, ce personnage dont elle n'est pas du tout amoureuse, et en fait, elle n'est pas amoureuse de lui. Il considère que c'est juste une femme-objet, donc elle a sa liberté, elle a son agentivité, et donc elle fait toute une chanson où elle est conduite. Et comme c'est une comédie musicale, ce que va inventer Demy, c'est qu'il va se dire, en fait, au moment où en fait on sent qu'il est très très énervé, et en fait, ce qui aurait pu être un féminicide, en fait, ne l'est pas dans le film, puisqu'il tire sur de la peinture et il crée une œuvre d'art, alors qu'en fait, on comprend qu'il aurait très bien pu tirer sur elle. Et dans Une chambre en ville, qui est un film plus tardif, on aura vraiment ce personnage de Guillaume l'Ancien des Demoiselles de Rochefort, qui sera ensuite développé dans le personnage qui est joué par Michel Piccoli, qui est vraiment là un mari jaloux qui est extrêmement violent. Donc même dans Les Demoiselles de Rochefort, il y a la présence de personnages sombres. Mais ce que j'aime chez Demy et dans Les Demoiselles de Rochefort, c'est qu'on a vraiment différents types de personnages. Et même si les jumelles jouent sur une féminité un peu hyperbolique, stéréotypée, en réalité, elles mettent constamment à distance leur image. Et ça, c'est moi, je trouve que c'est très amusant. Et c'est très novateur aussi de trouver tous ces éléments pour mettre à distance ce qu'est une femme, ce qu'est un homme. Il y avait aussi le personnage de Maxence. Il y a le personnage de Maxence, dont on avait parlé en préparant l'émission. Cyril, tu as peut-être la tête de Maxence. Voilà. Maxence qui est un matelot. Exactement. Maxence qui est un homme, qui est un matelot, qui a une figure un peu angélique, sensible, douce. Et on est un peu tôt dans l'histoire pour que... c'est pas un gros dur, Maxence. Hein. Exactement. Et c'est pas Sean Connery. Hein. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une figure ambivalente, parce que c'est un marin. Et il y a la blague la plus amusante qui est connue pour Les Demoiselles de Rochefort, c'est qu'il dit qu'il est en permanence. Et on voit qu'il a cette chevelure. Il est en permanence à Nantes. Voilà, exactement. Il a cette chevelure peroxydée. C'est même pas blond, c'est vraiment du blond peroxydé. Et en fait, il renvoie à la figure du matelot, donc qui est dans l'imaginaire collectif, ça renvoie quand même à l'armée, à une forme de virilité. Rudesse. Jusqu'à Jean-Paul Gaultier. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Non, mais justement, c'est Pierre et Gilles. Et en fait, et en même temps, c'est pas juste un matelot, c'est un matelot poète. Donc ça adoucit la virilité de son rôle. Et en plus, il chante toute une chanson sur le fait qu'il recherche son idéal féminin. Mais cet idéal féminin, il est construit par toute une série d'œuvres d'art, et il est tellement construit qu'on voit que c'est un idéal féminin qui est pictural, qui n'a pas de corps en fait. Donc ça vient remettre en question un peu ce personnage qui apparaît hétérosexuel dans les paroles, mais qui en fait est une figure queer. Et la figure du marin, dans la culture populaire, justement, en fait, il y a eu Querelle de Brest, le livre de Genet, qui a vraiment associé la figure du marin à l'homosexualité. Ensuite, il y a eu l'adaptation par Fassbinder de Querelle, où ça reprend encore cette idée ça transforme la figure du marin en une figure queer. Et évidemment, depuis, il y a eu Jean-Paul Gaultier avec les Toy Boys, les marinières. Il y a eu Pierre et Gilles avec
les photographies de marins qui viennent justement remettre en question cette figure masculine du matelot, qui peut être une figure ambivalente. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec le cinéma, c'est de voir comme une figure comme Maxence. En fait, dans sa chanson, il apparaît très hétérosexuel, puisqu'il ne parle que de femmes, d'idéal amoureux, etc. Mais en fait, il y a plein d'éléments codifiés qui sont des clins d'œil à la culture queer. Donc on peut aussi imaginer que c'est un personnage queer, ou simplement c'est un personnage masculin qui ne répond pas à la virilité établie des années 60, avec la question de l'armée, etc. Donc il y a une manière aussi, c'est intéressant de voir que les films peuvent interroger nos visions mentales, nos modèles sur ce qui relève du masculin, en l'occurrence avec une masculinité adoucie avec ce personnage-là. Chloé, dans ton livre, tu parles des mecs gentils. Parce que ce qu'on lit dans ton livre, c'est vrai, j'ai souscrit largement. L'homme gentil, il n'est pas très sexy. Quand on montre un mec gentil, en fait, à la fin, finalement, les mecs sympas deviennent des sortes de condensés de masculinité toxique. Avec la figure du nice guy, qui est en fait pas la pire, mais qui fait quand même partie du panel de tête. Oui, en fait, d'abord, je commence en disant que peut-être là, comme on est sur un format interactif, il y aura sûrement des gens qui vont trouver des contre-exemples, et tant mieux, parce que le premier réflexe, là, des humains... Dans le chat, pourtant, mais on a une audience très bienveillante, tu sais, ici. Ça ne veut pas dire qu'on est malveillant. C'est vrai. Non, là, je pense que dans le chat, on essaie surtout de réhabiliter James Bond. mais très, comment dire, très tièdement. D'accord. Alors, on peut réhabiliter James Bond, mais Sean Connery, ce sera plus difficile. Sean Connery, ça serait un peu compliqué. Qui était donc violent avec ses épouses, mais avec les femmes en général. qui fait l'apologie de la violence conjugale à longueur d'interview. Le nice guy, oui, alors déjà, il existe quand même quelques contre-exemples. Et évidemment, moi, ce que j'affirme, c'est... ça part de moi, j'en fais pas une généralité... J'en fais pas une vérité générale, pardon. Peut-être que des femmes détestent les bad boys et ne fantasment pas sur les personnages de bad boys. Bon, une fois que j'ai dit ça. Assez souvent, en tout cas dans les films pour ados, le personnage sympa, c'est le meilleur pote, voire le meilleur ami gay. En tout cas, il n'est pas érotisé. Et la façon dont on caste les personnages nous pousse à fantasmer bien plus sur le méchant quarterback, souvent homophobe en plus dans les années 90-2000, plutôt que sur le mec sympa qui fait partie du club de maths, quoi. Là, je caricature, mais à peine, parce que les comédies pour ados sont quand même très caricaturales. Donc, d'abord, il y a ce premier constat. Moi, je considère que les dessins animés et les films que j'ai vus durant ma croissance ne m'ont pas du tout engagée à fantasmer sur les hommes gentils, les hommes serviables, pas du tout. On m'a appris à courir après celui qui ne me voulait pas. Donc c'est très pervers. Et puis ensuite, il y a les représentations des nice guys qui n'en sont pas vraiment. C'est-à-dire celui qui nous fait croire qu'il est sympa et qu'il est serviable, mais qui a la même idée que le bad boy, c'est-à-dire coucher avec nous, voire nous agresser. Sauf que ce personnage-là, on l'excuse inconsciemment, mais parce que dans la représentation la plus fréquente, à la fin, il obtient l'héroïne. En fait, sa persévérance, elle paye, sa gentillesse, elle paye. Et finalement, je trouve qu'en tant que spectatrice, on a cette impression de dû envers les garçons, c'est-à-dire que même un garçon qui ne nous plairait pas vraiment, s'il s'est bien comporté avec nous, qu'il est présent pour nous, voire qu'il nous a offert à dîner, qu'il nous a sortis, emmenés au cinéma, et ben je trouve que quand on est plus jeune, on se dit qu'on lui doit quelque chose. Et c'est d'ailleurs ce qui s'appelle la dette sexuelle, enfin c'est quelque chose qui est pointé du doigt dans les mouvements féministes. Et donc tout ça, ça participe à un imaginaire qui rejoint très très vite la réalité, et la réalité des masculinistes, et en particulier du mouvement incel, donc les célibataires involontaires, qui eux ont vraiment pour argument, souvent ça commence par ouin ouin, ouin ouin, je n'arrive pas à avoir des filles. Alors que je suis si gentil. Et pourtant, je suis super sympa avec elles, pardon. Donc je vais les tuer. Non mais, en fait, c'est vraiment pour faire comprendre aux personnes qui pensent que tout ça n'est que de la fiction, que c'en est pas du tout. Parce que les mouvements masculinistes, eux, se penchent considérablement sur les représentations fictionnelles pour nourrir leur discours. Oui, en fait, ça me faisait penser, c'est ce qui se passe aussi dans, pareil, je sais pas si on pourrait dire que c'est un héros au même titre que James Bond ou les autres films qu'on a cités, parce que là, c'est une comédie romantique, mais dans Marie à tout prix, il y a aussi la figure du nice guy, en plus Ben Stiller, qui est aussi une figure sympathique, qu'on a eu l'habitude de voir dans d'autres comédies romantiques ou dans des comédies tout court, et qui engage un détective pour ensuite poursuivre celle qu'il aime depuis l'adolescence, qui est donc Marie.
Et en fait, à la fin du film, comme tu disais, il arrive à obtenir la fille, alors que pourtant, il a aussi harcelé, bon, il l'a stalké. Il y a plusieurs séquences aussi où on le voit regarder de loin avec des jumelles, d'autres personnages aussi masculins qui l'observent, qui la suivent, qui l'espionnent. Donc il y a aussi toute la reprise du male gaze, mais là au sens vraiment dont Laura Mulvey en fait en a parlé, avec les paramètres techniques, où on est à la place en fait du regard du voyeur. C'est vraiment ça va être soit la caméra subjective, c'est-à-dire la caméra qui est à la place de ce personnage-là, avec des raccords regard, donc avec le montage, avec les mouvements de caméra qui vont soit longer en fait le corps pour regarder les fesses, les seins, le ventre, en tout cas qui va morceler le corps désiré de Marie et qui va l'érotiser et en fait tout simplement la réifier. Et ça, il y a différents personnages masculins qui désirent Marie et qui sont en fait dans cette poursuite amoureuse, on va dire entre guillemets, mais en tout cas c'est présenté comme ça. Et comme finalement Ben Stiller c'est un peu le moins pire de ceux-là, et qu'il est gentil malgré tout, et que quand même elle a un peu des sentiments pour lui, à la fin elle finit avec lui, et c'est plus les autres personnages masculins qui vont être blâmés, parce que eux ils sont vraiment montrés comme dangereux. Et en plus c'est même un peu caricatural. Bon, on reste dans le registre de la comédie, mais il y en a un par exemple qui, pour bien montrer qu'il est un peu monstrueux et inquiétant, il a plein de boutons qui lui poussent sur le visage, et puis il est montré un peu comme un obsédé sexuel. Donc là c'est comme si on nous disait ça c'est un vrai agresseur, ou ça c'est un vrai harceleur. Donc c'est pas Ben Stiller qui est gentil et qui finalement ne fait que aimer cette personne, et il a fait ça par amour. C'est vraiment ça aussi la logique du discours, quoi. Il y a un bon harceleur et un mauvais harceleur. Moi ce que je dis c'est un harceleur en cache souvent un autre, en tout cas dans les comédies. Sabrina, sur le male gaze peut-être? Oui, alors le male gaze, en fait, c'est une expression qui est très populaire, mais qui en fait a été construite dans un contexte très particulier. Donc c'est la chercheuse universitaire, réalisatrice britannique qui s'appelle Laura Mulvey, que tu viens de citer, qui dans les années 70 publie dans la revue de cinéma Screen un article qui s'appelle Visual pleasure. Voilà, donc plaisir visuel et cinéma narratif, merci. Exactement. Et en fait, c'est un article qui a été central, fondateur dans les études féministes, parce que c'est un article dans lequel elle réfléchit, en fait, donc c'est les années 70, donc il y a vraiment l'importance de la psychanalyse à l'époque, et donc elle travaille dans cet article sur le cinéma hollywoodien classique, notamment sur Hitchcock et Sternberg. Et aussi elle parle un petit peu aussi de Busby Berkeley qui faisait des films musicaux. Et en fait, elle explique que tout le système en fait patriarcal qu'on connaît dans la société en fait est présent dans le cinéma à travers un dispositif qu'elle appelle voyeuriste. Un dispositif voyeuriste, et ce qui fait que en fait on aime regarder les films, c'est parce que en fait on est dans un dispositif où en fait on a ce plaisir scopophilique, c'est-à-dire le plaisir de vouloir toucher en fait les personnages. Et notamment, en fait, dans les films hollywoodiens classiques, on a une structure où on a des personnages féminins qui sont passifs face à des personnages masculins qui sont actifs. Et il y a tout un jeu de regard. Quand elle parle de male gaze, c'est vraiment à la fois le regard, en fait, du réalisateur avec la caméra, mais aussi des spectateurs qui regardent, et aussi à l'intérieur du film les hommes qui regardent les femmes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait elle parle de la façon dont la caméra, c'est ce que tu disais, va érotiser le corps des femmes. Le corps des femmes va être un objet de spectacle et va être découpé, c'est-à-dire qu'on va se focaliser, par exemple dans les films de Busby Berkeley des années 30, c'est vraiment des comédies musicales où on se focalise sur les jambes des femmes, on a des gros plans sur le visage. Enfin, il y a vraiment une forte sexualisation, érotisation du corps des femmes. Mais c'est un article très important qui a été fondateur, mais qui a été beaucoup critiqué, qui a été l'objet d'énormes controverses et qui a été beaucoup critiqué aussi par Laura Mulvey, qui est revenue à de nombreuses reprises sur ce concept de male gaze, parce que c'était un article qu'elle voulait comme un manifeste féministe, sans nuance, elle le dit, ça devait vraiment être quelque chose de radical pour mettre la lumière sur la condition en fait, des femmes au cinéma, enfin la manière dont elles étaient représentées. Et en fait, dans son article, elle parle par exemple de l'importance de la salle de cinéma, parce que pour elle, le male gaze est lié aussi aux conditions de réception des films. Et donc, elle dit que c'est le fait d'être dans une salle obscure, alors qu'aujourd'hui,
si vous regardez un film ou une série sur un petit écran de téléphone dans le métro, le male gaze, il n'aura pas le même impact. C'est pas du tout la même chose. Et l'autre chose, c'est que elle parle de male gaze. Donc c'était les années 70. Depuis les années 90, il y a eu le développement des théories queer, la remise en question du masculin, du féminin, des binarismes, les personnes non binaires. Il y a eu beaucoup de recherches là-dessus. Donc en fait, elle critique elle aussi le fait que, en fait, parler de male gaze aussi, ça ne prend pas en compte toutes les avancées qu'il y a eu sur les questions de genre, en fait. Et donc, c'est un terme qui est à la fois très utile parce qu'il a permis de mettre l'accent sur une certaine représentation des femmes, un système patriarcal, le fonctionnement des représentations qui étaient biaisées, le fait que souvent les femmes avaient des rôles passifs, mais c'était une première pierre dans cet édifice critique qui est encore à construire. Et c'est vrai que maintenant, quand on parle de male gaze, c'est souvent utilisé pour dire voilà, c'est un film où on a une forte sexualisation des femmes. C'est souvent ça. Mais il y a vraiment tout un contexte très précis, très compliqué aussi. Quand on lit vraiment le texte, c'est très compliqué, c'est très marqué par la psychanalyse des années 70. Donc je ne sais pas si tu avais des choses à ajouter là-dessus, parce qu'en fait, c'est vraiment un sujet qui est très important. Mais voilà, parler de male gaze, ça voudrait dire aussi... je trouve que ça... On se demande si en fait les femmes, est-ce qu'il y a un female gaze, qu'est-ce que ça veut dire, et le male gaze, est-ce que des femmes réalisatrices ne pourraient pas reproduire une forme de male gaze. Vous voyez qu'il y a des limites en fait à ce contexte, à ce concept. Et ce contexte, parce que justement, en fait, il y a le risque de l'essentialisation, de donner un peu des caractéristiques sur ce qui est féminin ou masculin. Oui, je suis d'accord. Et Chloé, je te passe la parole immédiatement après. Tu voulais réagir. Oui, Vas-y. c'est vrai que moi, cette théorie, je la vois aussi comme un outil en fait, pour réfléchir, pour analyser, où c'est pas une vérité en soi. Et souvent, c'est assez intéressant en classe, comme je donne cours, toi aussi, quand j'en parle en fait, et que je le présente, et je montre différents exemples, parce que surtout, c'est vrai qu'on peut pas le présenter en 5 minutes, comme tu dis, c'est assez complexe. Et en fait, souvent, ça génère des débats vraiment très intéressants et très riches, parce qu'on voit que y a certains étudiants ou étudiantes qui ça les dérange, parce qu'on se dit qu'est-ce que ça veut dire que le cinéma soit marqué comme ça par un regard masculin. Comme tu disais, est-ce que ça veut dire que je suis passif dans ma place de spectateur? Est-ce que ça veut dire que moi aussi j'adhère en fait à cette sexualisation ou cette réification de personnages féminins à l'écran? Et je trouve que c'est une théorie très intéressante pour générer des débats justement et réfléchir, mettre, c'est comme tu disais, un morceau déjà, une pierre à l'édifice de ces réflexions-là. Et sur la question du dispositif, ça c'est vraiment important, parce que sur cette question du regard masculin, on le ressent parfois dans certaines salles de cinéma quand certains films sont projetés. Là, quand tu parlais de ça, moi je pensais, je me revoyais il y a quelques années quand j'ai vu le film qui repassait sur les écrans, Il était une fois en Amérique, avec Robert De Niro et donc de Sergio Leone. Et en fait, dans le film, il y a 2 viols. Et j'étais assez mal à l'aise dans la salle de cinéma, parce qu'il y avait une majorité de public qui était masculin. Et tout le monde rigolait lors du premier viol. Et moi, j'ai pas du tout compris pourquoi, parce que pour moi, c'était perçu comme un viol. Mais c'est vrai que rien dans la mise en scène ne le montre. C'est ça qui est assez embêtant, c'est-à-dire que la mise en scène est très complaisante. Où en fait, c'est une histoire d'amitié virile entre truands dans Brooklyn. Ils grandissent et ils vont braquer une banque, il me semble que c'est ça. Et en fait, un des personnes de ce groupe-là s'en prend à une femme et commence à la violer, sauf que elle est présentée comme une nymphomane. Et quand elle crie non, on a l'impression qu'elle veut vraiment dire oui et qu'elle prend du plaisir. Et il y a une musique pareille aussi enjouée, où vraiment toute la salle riait, et c'était très très perturbant. Et là, j'ai ressenti aussi ce truc de, c'est pas seulement un regard du réalisateur ou un regard des personnages dans le film qui banalise finalement le viol. C'est aussi dans la salle de cinéma, c'est étrange, c'est reçu vraiment comme ça. Et ensuite, dans le film, il y a une deuxième scène de viol, et qui est aussi complaisante, surtout que le viol est ensuite évacué, puisqu'en fait c'est Robert De Niro qui viole la femme qu'il a toujours aimée, qui a grandi mais qui ne veut pas de lui. Donc là on est aussi dans une sorte de nice guy, mais bon, en même temps c'est un mafieux, donc c'est pas vraiment un nice guy. Un demi-nice guy. Voilà, c'est un demi-nice guy. Mais voilà, il est quand même, il a fait plusieurs crimes. Mais comme on est avec lui depuis le début du film, il y a un rapport d'empathie qui se noue. On le trouve quand même plutôt sympathique, le personnage de Noodles, qui est joué par Robert De Niro. Et lorsqu'il viole celle qu'il aime dans la voiture,
c'est totalement évacué par le scénario, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent 30 ans plus tard, et ils n'en parlent pas, elle n'a pas l'air non plus traumatisée, et elle est même montrée comme une femme manipulatrice qui est froide et qui ne l'a jamais aimée, et au fond, on a l'impression que le scénario excuse un petit peu le comportement de Robert De Niro en se disant, mais en même temps, il l'aimait et elle se refusait à lui, donc est-ce qu'il n'a pas eu raison? Et c'est assez perturbant. Et quand en fait on voit aussi les entretiens de Sergio Leone dans les années 80, puisqu'il a été plusieurs fois interrogé à ce sujet-là sur ces scènes de viol. Et en fait, lui, il dit que c'est pas une scène de viol, que c'est une scène d'amour. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que même lui, en fait, en tant que réalisateur, il y a une forme de banalisation de la chose où il dit, bah non, c'était un cri d'amour de la part de ce personnage qui s'est fait rejeter. Et donc, c'est le problème, il est là aussi, c'est qu'il y a ça alimente en fait la culture du viol qui existe déjà dans notre société, et que ensuite les œuvres filmiques elles-mêmes reprennent ces idées-là et ne proposent pas forcément de recul critique. Enfin, moi, je l'ai ressenti en tout cas dans la salle du cinéma, et quand après j'en ai parlé à d'autres étudiants qui aimaient bien ce film, je me souviens qu'ils ne voyaient pas vraiment le problème, ils ne comprenaient pas vraiment en quoi c'était dérangeant la mise en scène et pourquoi. Vraiment, est-ce que c'était vraiment un viol? Enfin, il y avait vraiment quelque chose d'ambigu. Je l'ai vu même dans la réception quand j'en ai parlé à des étudiants. Non, je te trouve gentille. Je te trouve. Non, mais je te trouve indulgente. Je cherchais indulgente. Je te trouve assez indulgente parce que c'est exactement, ton exemple est excellent. C'est exactement le cœur du problème. Et pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Parce que ce que tu as décrit, c'est toujours pas nommé dans notre société. Enfin là, c'est presque. Je considère que c'est presque un viol conjugal. En fait, le héros qui l'aime et en fait, il a persévéré et pour lui, ça lui est dû, quoi. Il doit l'avoir, l'héroïne. Et pour moi, si ces représentations-là sont si nombreuses et que les réalisateurs s'acharnent à les défendre et les spectateurs en face s'acharnent à les défendre, mais c'est parce qu'en fait, ça arrange leurs propres affaires. Enfin, vraiment, c'est-à-dire que moi, je parle par exemple dans le livre de Mon Roi de Maïwenn avec Vincent Cassel. Je suis allée étudier, j'ai vraiment dérushé en jargon journalistique toutes les interviews de Vincent Cassel au sujet de ce film. À longueur d'interview, il a défendu le personnage de Giorgio dans Mon Roi, qui est un pervers narcissique, mais franchement un agresseur, quoi. C'est vraiment un personnage très très malsain. Et lui, il nous explique que quand il a reçu le scénario de Maïwenn, au début, il a trouvé que Giorgio il était présenté comme un salaud et qu'il a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage pour, et je le cite, défendre la cause des hommes et en faire un personnage plus sympathique. Parce qu'en fait, il voulait pas que Giorgio, dans Mon Roi, ait l'air d'un bourreau et l'héroïne féminine d'une victime. Mais c'est un bourreau dans le film. C'est ce qui apparaît tout de même, non ? C'est bizarre, c'est curieux qu'ils disent ça, non ? C'est très intéressant en fait d'étudier le discours porté par la réalisatrice et le casting autour du film, parce que lorsqu'on les écoute, on comprend que non, c'est pas un film préventif contre la perversion narcissique et les violences dans le couple, pas du tout. C'est présenté comme une violence à égalité. Ça tombe bien que ce soit un film raté alors. Moi, quand il est sorti en 2015 et que j'avais 25 ans, je trouvais qu'il était super ce film. C'est vraiment au fur et à mesure du temps que je suis revenue dessus. Mais vraiment, la question que je pose aux réalisateurs, aux acteurs, enfin en fait à toutes les personnes qui créent les films et qui les regardent, qu'est-ce que vous défendez vraiment quand vous défendez le film et ses personnages ? Est-ce que vous défendez l'art du cinéma ou est-ce que vous défendez la culture du viol et la culture de la violence faite aux femmes? Mais c'est intéressant que tu choisisses ce film, mais parce que j'étais en train de me dire que est-ce que ce film, il incarne pas en fait la représentation de l'amour passionnel tel qu'il est présenté en Occident, aussi bien dans les films que en fait en littérature? Parce que c'est ça aussi. Parce que c'est pas juste ce qu'il incarne. Mais moi, mon propos, c'est de dire est-ce que c'est de l'amour passionnel ou est-ce que c'est de la violence conjugale ? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on s'est habitué à voir cet amour violent, névrosé, comme quelque chose qui relève de la passion amoureuse, alors qu'en fait, il faudrait justement déconstruire ça pour dire que c'est de l'amour où il y a de la violence, en fait, et où il y a de l'agression. Et il y a eu. Je me suis radiquée. Excuse-moi, pardon. Il y a eu une universitaire, dont j'ai oublié le nom, désolée, qui a travaillé justement sur, après la période MeToo, revenir sur les classiques de la littérature depuis au 19e siècle notamment. C'est pas Jennifer Tamas ? Oui, voilà, merci. Je l'ai interviewée dans le livre. Merci. Voilà, qui justement revient sur en fait ces éléments qui font partie de cette culture qu'on appelle une culture du viol, mais qui est très longue en fait et qui rejaillit sur le cinéma. Et quand on pense aussi par exemple au livre de Roland Barthes, Fragments d'un discours amoureux, c'est
ça devrait être souligné, fragment d'un discours névrosé, en fait, parce que c'est vraiment toute la passion, enfin, l'amour est perçu comme une forme de passion, mais une passion névrotique où, en fait, il y a beaucoup de violence. Donc, c'est pas juste le cinéma, c'est vraiment toute la littérature, toutes les images, toutes les productions culturelles qui sont marquées par cette culture-là. Et évidemment, le truc, c'est que le cinéma, c'est ce qui a le plus grand impact en termes de nombre de spectateurs. Je suis d'accord avec toi, il a bien fallu choisir, en fait, tout simplement. C'est pour ça que j'ai axé sur le ciné et les séries. Non, mais ce que je veux dire, c'est que justement, je trouve que ces sujets-là commencent à être bien abordé du côté de la littérature. Là, l'idée, c'était d'être plus pop culture et justement d'aborder des références qui parlent aux jeunes actuels et à leurs parents et même à leurs grands-parents. Je pense que c'est ça qui est vraiment hyper important. Moi, aujourd'hui, en 2024, et là, je parle à titre personnel, je ne veux plus jamais qu'on me parle d'amour violent. C'est un oxymore. C'est bien pour ça que mon livre s'appelle « Désirer la violence ». Évidemment que c'est une provoque, évidemment que ça ne fait pas sens. Mais en fait, le fait est que moi, on m'a éduquée à désirer la violence. Point. Et je refuse aujourd'hui, et sincèrement, même dans mes études littéraires, j'ai fait de longues études littéraires, on a nourri cette petite graine en fait du crime passionnel. On le trouve dans combien d'œuvres littéraires et puis cinématographiques. C'est terminé en 2024. Enfin là, vraiment, pardon, mais ça rejoint justement ce que proclame une Judith Godrèche. C'est terminé ce discours-là. Mais je pense qu'en fait, c'est intéressant parce que finalement, ce qu'on peut dire autour de Mon Roi de Maïwenn, c'est que ça nourrit un petit peu, tu sais, la théorie de Noël Burch qui parle d'ambiguïté textuelle de certaines œuvres. Il dit que parfois, il y a certains films qui peuvent avoir plusieurs lectures et parfois des lectures contradictoires. Parce que moi aussi, quand j'ai vu Maïwenn, Mon Roi, pardon, de Maïwenn, Mon Roi, pour moi, c'était assez clair et évident que c'était un film, comme on dit, sur la perversion narcissique, en tout cas sur un homme qui maltraite une femme psychologiquement et voilà, de différentes façons. Et ce qui est nourri dans le discours autour du film, c'est le contraire. Mais en fait, c'est le problème aussi de d'autres œuvres filmiques où on peut très bien, en tant que public, les percevoir d'une certaine façon et aussi se détacher et avoir une autre interprétation de ce qui nous est montré. Mais ça n'empêche pas qu'à l'origine, les intentions n'étaient peut-être pas forcément les mêmes. Mais là, les intentions ne sont pas bonnes ou mauvaises. Je veux pas être du côté de la morale, mais les intentions de Maïwenn ne sont pas d'être dans la prévention contre ça, mais c'est surtout, je vous invite, puisque vous parliez de la caméra et du male ou female gaze, à revoir la scène finale de Mon Roi, où là, pour le coup, je pense qu'on est dans le female gaze vis-à-vis du personnage de Giorgio, parce qu'elle le regarde, et là, on a des plans très rapprochés sur ses mains, son sourire, ses yeux, et là, il est très, très érotisé. Ce que nous dit la fin du film, c'est « j'y retournerai bien ». Il n'y a pas d'ambiguïté sur la fin du film, quand on la revoit aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous disiez, c'est que en fait, vous mettez vraiment en valeur le fait que la mise en scène de cinéma, elle est l'objet d'ambivalence, d'interprétation. Donc c'est pour ça qu'il y a différents types de réceptions possibles. C'est pour ça que quand tu as vu le film de Sergio Leone au cinéma, tu n'as pas eu la même réception que d'autres spectateurs. Et tout à l'heure, on parlait de male gaze, donc le concept de Laura Mulvey, mais dans les années 90, il y a l'universitaire militante afro-américaine Bell Hooks qui a développé le concept en fait de regard oppositionnel. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est un outil en fait où elle explique que elle, en tant que femme noire qui a grandi aux États-Unis face à des films où il n'y avait quasiment que des personnages blancs, ou quand il y avait des personnages noirs de couleur, c'était des personnages secondaires, souvent stéréotypés. Ce qu'elle a fait, elle, comme elle parle vraiment d'un point de vue féminin, féministe et elle est afro-américaine. Elle dit qu'elle a développé ce qu'elle appelle un regard oppositionnel, c'est-à-dire une manière en fait de résister en fait à ces images qui lui dénient la possibilité d'exister en fait. Et donc et je pense que vraiment aujourd'hui on est dans une période, dans une époque où on peut utiliser certains outils, on peut commencer à remettre en question toutes ces images pour lesquelles on n'avait pas d'outils, on les recevait, on n'était pas forcément complètement passif parce que c'est pas parce que il y a on peut quand même on n'est pas complètement aliéné face à des objets, mais c'est vrai que ça peut susciter tout un imaginaire. Mais on a vraiment aujourd'hui des outils, des livres qui nous permettent en fait de questionner, de remettre en question tout ce qui était perçu comme acquis. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer aujourd'hui et qui est une grande avancée en fait.
Chloé, dans ton livre, tu parles du cinéma de Tarantino notamment. C'est pour parler de choses peut-être que les viewers connaissent par cœur, avec notamment Kill Bill, et le personnage de Kido, qui est ambigu de la manière dont on la présente. Question. C'était une question. C'est une sorte de question pour te lancer. Oui, Kill Bill, c'est le fil rouge dans mon film parce que il est sorti en 2003. Dans ton livre Pardon, dans mon film. J'ai pris le melon. Dans mon livre, parce qu'il est sorti en 2003, quand j'avais 13 ans, et que pour moi, Béatrix Kiddo, c'était le summum de l'héroïne badass, en fait. Et alors j'ai toujours, je me suis identifiée. Non, pas vraiment. Mais je me suis pas Kido. identifiée à elle, mais en tout cas, elle m'a donné beaucoup de force. Et dans mon imaginaire de jeune, c'était la première fois que je voyais une héroïne avec autant de puissance. Parce que justement, on a rappelé la liste des héros préférés. Ben, la plupart du temps, ils sont masculins. J'ai vraiment grandi avec Kill Bill et c'est une anecdote qui est assez intime mais que je raconte. J'ai connu des violences au sein du couple et quand j'ai déménagé, que j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, j'ai réaffiché justement cette affiche de Béatrix Kiddo dans ma cuisine et tous les matins je me disais allez, il faut qu'on ait la Kiddo attitude quoi. Et à la fin de l'écriture du livre, je l'ai enlevé de mon mur parce qu'en fait j'avais un dégoût profond pour cette œuvre. Et pourquoi ? Parce que ça fait vraiment partie des œuvres où, une fois qu'on chausse nos lunettes en fait, antisexistes, féministes et qu'on explore ne serait-ce que juste la production du film qu'on doit à Harvey Weinstein, on ne peut pas en fait regarder cette œuvre comme on l'a regardée il y a 20 ans. Et c'est-à-dire que Uma Thurman a dit qu'elle avait été agressée sexuellement par Harvey Weinstein à Quentin Tarantino à cette époque-là. Bon, elle avait été agressée à l'époque de Pulp Fiction, donc ça remontait. Mais en tout cas, elle le dit à Tarantino et Tarantino ne fait rien. Enfin, il l'a fait quand même tourner dans un film produit par ce type-là. Et de la même façon qu'il a ensuite fait tourner Rose McGowan alors qu'elle a été violée par Harvey Weinstein. Et en fait, aujourd'hui, moi, je suis bien trop engagée sur ce sujet-là pour continuer à prendre du plaisir à regarder ses œuvres. Mais c'est quelque chose de très personnel. Moi, je ne dis pas que je cancel Kill Bill. Je vous invite à le regarder. Pour moi, ça reste un bon film. Je mets de la nuance là-dedans. Et puis après, sur le féminisme de Béatrix Kiddo, en lui-même, là, dans l'œuvre, oui, je l'ai remis en question. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'elle est badass ? Est-ce qu'elle se réveille en se disant « Tiens, je vais être une héroïne badass ?» Non. Elle survit à un féminicide. Elle survit à des viols multiples. On ne sait pas combien de fois elle a été violée pendant qu'elle était dans le coma. Ça commence comme ça, en fait, le film. Moi, ce que je raconte, c'est que quand j'étais ado, c'était tellement banalisé, en fait, c'était tellement un prétexte du début de cette intrigue que j'ai même pas fait gaffe, quoi. Qu'elle était victime de viol, victime de féminicide, qu'on lui avait arraché son enfant. En fait, moi, je voyais juste, c'est trop cool, elle se venge et puis elle raye des noms sur sa liste. Et j'étais pas idiote à 13 ans. Mais c'est juste que je l'ai reçu comme ça, le film. Donc aujourd'hui, je me dis, est-ce que ça m'intéresse ? Est-ce que ça m'intéresse une femme qui est forte parce qu'elle a vécu tout ça ? Non, pas du tout. J'aimerais bien une héroïne qui soit forte, mais sans avoir été la victime, mais suprême des hommes autour d'elle. Héloïse, qu'est-ce qu'on fait de ces films ? En fait, moi, je suis assez embêtée parce que je suis d'accord avec toi qu'il y a peu d'exemples, enfin je dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais dans le cinéma, souvent c'est un petit peu la suite logique, c'est-à-dire que si on veut rendre forte une héroïne, donc c'est ce qu'on appelle en anglais le strong female character, elle va devoir passer par différents types de violences. Donc ça peut être des violences sexuelles, des violences physiques, des violences économiques, pour ensuite devenir une victime et ensuite s'émanciper. Et bon, moi c'est un petit peu aussi la trame que j'ai suivie dans ma thèse. Moi en fait je m'intéressais à la représentation et à la place des femmes dans les road movies, donc dans les films de route, on pourrait traduire ça comme ça. Où j'étais persuadée qu'à chaque fois les femmes qui prenaient la route s'émancipaient automatiquement parce qu'elles quittaient justement la société patriarcale. Et en fait je me suis rendu compte que non, donc c'était assez décevant et que même en quittant justement cette société où elles étaient violentées, elles retrouvaient sur leur chemin de nouveaux prédateurs ou de nouveaux agresseurs. Et souvent la trame scénaristique qui montre l'émancipation de ces personnages-là, elle ne se fait pas sans justement des violences préalables. Et ça c'est aussi la chercheuse Yvonne Tasker qui l'explique, qui dit que en général,
dans les films d'action, enfin dans différents genres filmiques, la vulnérabilité traditionnelle du héros, ça se passe au niveau de la violence physique, c'est-à-dire qu'il va être frappé de tous les sens, voilà, il va être maltraité en tout cas physiquement. Et dès qu'on se déplace en fait vers le genre féminin, vers des personnages féminins, ben, la vulnérabilité traditionnelle, là, elle va passer du côté de la violence sexuelle, ou aussi les deux. C'est-à-dire que, bon, moi, dans les films que j'ai étudiés pour ma thèse, j'étais assez désespérée de voir que c'était non seulement des violences physiques, mais aussi des violences sexuelles. Et c'est vrai qu'il y a peu d'exemples où des femmes sont montrées comme des héroïnes sans forcément qu'il y ait ça. Alors on pourrait dire il y a peut-être Wonder Woman, mais c'est encore autre chose parce qu'elle vient d'une société utopique. C'est un blockbuster. Beaucoup de gens utilisent ce contre-exemple. Voilà, mais bon, c'est quand même une société où elle vit entre Amazon, donc c'est un peu un monde qui n'existe pas. Mais c'est assez compliqué. Un des films que moi je trouve intéressant, mais l'héroïne est quand même victime de violence, c'est le film American Honey, parce que plusieurs fois en fait, et c'est aussi Andrea Arnold qui le fait, donc on pourrait se demander est-ce que c'est parce que c'est une femme ou pas, une réalisatrice, est-ce que ça implique en fait de nouvelles représentations. Mais dans American Honey, là, l'héroïne, au départ, est victime de violences au sein de la famille, puisqu'on comprend qu'elle est victime d'inceste de la part de son père. Et elle s'en libère, elle part avec un groupe itinérant sur la route, donc c'est vrai qu'il y a des violences préalables. Mais ensuite, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que plusieurs fois, en fait, la réalisatrice joue avec nos attentes spectatoriales, parce que à plusieurs reprises, on a l'impression qu'il va lui arriver quelque chose, où il y a des hommes, soit plus âgés, qui la trouvent sur la route et qu'on pense qu'ils vont lui faire du mal. Et à chaque fois, ça n'arrive pas. Et moi, à chaque fois, ça me soulageait parce que j'avais tellement aussi, je sais pas comment dire, mais intégré. Préconstruit. Voilà, préconstruit cette représentation qu'à chaque fois, il va arriver forcément quelque chose de mal à ces femmes à l'écran, et notamment des viols, que j'étais à chaque fois préparée à ça. Et par 3 reprises, ça n'arrive pas. Et je me disais, mais c'est super, ça veut dire qu'on peut aussi faire sans, en fait. Et sans forcément... oui, l'héroïne est malgré tout victime de violence au début, mais en fait, son chemin de résilience ne passe pas forcément par de nouvelles violences qui vont forcément la renforcer. Là, c'est pas ça. Et bon, c'est quand même possible de faire différemment ou d'apporter des nuances. Je dis pas que le film est parfait sur les représentations de genre, mais c'est vraiment un de ceux où j'ai ressenti ça, enfin un des films au cinéma où j'étais surprise et ça dévie un peu mon horizon d'attente en fait. Chers amis, je vois l'heure qui tourne et on va bientôt devoir conclure, mais on peut se prendre encore 5 minutes si Thomas Célin, qui attend patiemment, est d'accord. Chloé, vas-y, je t'en prie. C'était juste un tout petit point, parce qu'on n'a pas nommé le genre du rape and revenge, qui est quand même un genre cinématographique à part entière, donc viol et vengeance. Moi vraiment, ça me fout des frissons de me dire que c'est un genre à part entière. Le viol des femmes est un genre cinématographique. Parce que, alors on m'en a cité mais un vieux film, Un homme abîmé, que j'ai trouvé sur YouTube. Mais sinon, tous les exemples que j'ai de rape and revenge, ce sont des viols de femmes commis par des hommes. Et assez rarement, même s'il y en a, ce ne sont pas les femmes elles-mêmes qui se vengent, ce sont les hommes de leur entourage ou une personne de leur entourage et qui en font une affaire personnelle d'hommes, en fait, d'aller venger leur propre ego. C'est ce qui se passe dans Irréversible de Gaspard Noé, où en fin de compte, c'est le conjoint et l'ex-conjoint, et le conjoint est encore joué par qui ? Vincent Cassel. Et qui en fait en font vraiment une affaire d'honneur masculin. Quoi, tu as violé ma femme. Et voilà, moi c'est simplement ça qui m'interroge, parce que tout à l'heure tu parlais de Il était une fois, c'est ça ? Ah oui, il était une fois en Amérique. Il était une fois en Amérique. Enfin, moi, pardon, mais je m'inquiète très sérieusement de me dire qu'il y a encore, Thomas Messias, dans mon livre que j'ai interviewé, me confiait qu'il était allé à une convention ciné où, pendant une scène de viol, les mecs étaient là, ouais, vas-y, ou bien rigolaient et mangeaient leur popcorn, quoi. C'est-à-dire que le viol des femmes fait spectacle ou fait rire. Et oui, moi j'assume le fait de me dire qu'en tant que femme dans cette salle-là, je ne perçois pas les choses de la même façon que la majorité des hommes, même s'il y aura évidemment des hommes qui me diront non, moi ça me scandalise. Mais comment est-ce qu'on peut concevoir ça ? Et juste pour conclure, il n'y a pas seulement le viol des femmes, il y a la mort des femmes. Dans le genre de l'horreur, tuer une femme, ça devient spectaculaire. Dans n'importe quel polar qu'on voit sur TF1, on va trouver un cadavre de femme qui est à poil, alors qu'on n'aurait pas besoin qu'elle soit toute nue, et que le même cadavre masculin va avoir gardé ses habits. Donc c'est-à-dire que c'est non seulement l'hypersexualisation des corps, mais c'est l'érotisation du viol et l'érotisation du meurtre.
des femmes. Après, ce que je trouve intéressant dans le Rape and Revenge, c'est de voir que là, ces 10 dernières années, ça a été réapproprié et repris par des réalisatrices qui proposent des représentations différentes. Donc, c'est vrai qu'en l'origine même du Rape and Revenge, c'est vraiment des représentations où, comme tu dis, le viol est un spectacle. Mais je trouve ça intéressant quand on voit Revenge de Coralie Farja, où là, le viol est une scène graphique. Il y a d'autres scènes de violence qui sont assez marquantes, assez choquantes. Mais j'étais assez réticente à voir le film de Coralie Farja parce que quand j'avais vu la bande-annonce, j'avais l'impression qu'elle reproduisait juste un regard masculin, un male gaze, parce qu'à plusieurs reprises, on est à travers le regard justement des agresseurs. Sauf qu'en le voyant vraiment le film en entier, j'ai trouvé très intéressant parce qu'on comprend qu'il y a toute une déconstruction en fait de ce paramètre filmique-là et qu'elle a conscience de ça et qu'elle essaie de proposer une réflexion critique là-dessus en retournant les armes de l'agresseur contre lui avec cette héroïne. Alors pareil, c'est pas forcément parfait, il y a des choses à redire sur ce film, mais elle-même, elle dit qu'elle essaie de proposer un film post-MeToo où on réfléchit à la violence des hommes et où on les punit et d'une façon différente que ce qu'on peut voir dans d'autres films de Rape and Revenge où, comme tu dis, d'habitude, c'est plutôt des hommes qui vont se venger, qui vont venger leur honneur, où ça va être voilà, des choses en rapport avec le crime de possession ou des choses comme ça. Et pareil, Promising Young Woman de Emerald Fennell, où là, c'est une forme de redite du Rape and Revenge, mais sauf que cette fois-ci, c'est la meilleure amie de celle qui en a été victime qui la défend. Et je trouve que ça donne aussi une couleur différente au film. Même si, bon, pareil, sans spoiler, la fin est un petit peu triste, mais enfin, sur la conclusion qu'on peut donner à tout ça, et sur la violence encore à l'encontre des femmes. Mais je trouve quand même qu'il y a un point de vue donné dans le film qui est intéressant et qui est différent, et qui peut déranger aussi un certain public masculin. Moi, j'aime bien présenter souvent aussi le film en classe parce que je me dis peut-être que ça va parler à certains dans la salle, peut-être qu'il y en a qui ont déjà eu des comportements inappropriés comme ça avec des femmes à vouloir leur offrir un verre, 2 verres, 3 verres jusqu'à ce qu'elles soient saoules pour ensuite les ramener chez eux et ça, c'est un viol. Et donc, je me dis peut-être que ça peut faire réfléchir certaines personnes de montrer ce film-là, même si effectivement ça appartient encore au genre du Rape and Revenge qui est contestable. 14h05, passé de 15 secondes. Chers amis, c'est l'heure du tout petit mot de la fin. Chloé, le mot de la fin. C'est la patate chaude que je refile à la Achetez fin. mon livre. Non, je suis affreuse. Il faut qu'on achète ton livre. Désirer la violence, Chloé Thibault. Non. Achetez mon Vous pouvez livre l'acheter sans problème. Penchez-vous sur le travaux de mes consoeurs, mais essayons collectivement de mieux détecter les violences sexistes et sexuelles à l'écran pour cesser de les reproduire dans nos vies réelles. Héloïse Van Appelgem, le mot de la fin. Héloïse et Sabrina, moi j'ai mis les liens qui redirigent vers votre thèse, vers vos thèses. Elles sont consultables à la BNF, je crois. Pas encore la mienne, mais c'est possible. Mais en tout La cas, tienne, oui. La tienne, non. Voilà, il y a Jérémy qui met les liens. sur la thématique qui est disponible en ligne, en tout cas. Pardon, je t'ai coupé. Le mot de la fin, Héloïse. Merci vraiment de m'avoir invitée. Je suis ravie d'avoir discuté avec vous trois de ces questions-là qui me tiennent aussi à cœur. Et en fait, moi, je voudrais juste terminer sur le fait que je trouve qu'on est à un moment où en fait, on a beaucoup parlé de stéréotypes finalement, de situations stéréotypées, de personnages stéréotypés. C'est un moment où en fait, les scénaristes, les réalisateurs, réalisatrices doivent en fait utiliser cette opportunité pour construire d'autres images en fait, des nouveaux modèles, inventer de nouveaux road movies où les femmes sont pas forcément violentées avant de partir sur la route. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on garde à l'esprit, que c'est aussi un moment de possible renouveau qui est à l'œuvre. Merci. Merci Sabrina, merci Chloé, merci Héloïse.